Monsieur Guédon, Monsieur le Président, chers collègues, vous êtes là ce matin, c'est le moment d'échanger sur des sujets extrêmement importants et celui que vient d'évoquer Elisabeth fait partie des sujets extrêmement importants et pour lequel votre charge risque d'être conséquente dans les mois qui viennent. Le 18 mai dernier, nous apprenions l'annulation de la commission autonomie prévue le 26 mai au motif qu'aucun dossier ne nécessitait d'être présenté. Sur le moment, nous avons pu nous étonner qu'aucun sujet concernant les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap ne justifie un échange entre élus. Nous avons surtout découvert quelques jours plus tard qu'une mesure majeure était en cours de déploiement dans les établissements du département sans que la commission compétente en ait été sollicitée pour en débattre. Je parle ici de la nouvelle tarification de l'absentéisme dans les foyers d'accueil médicalisés et les foyers de vie. Cette mesure mise en place, semble-t-il, à l'issue d'un groupe de travail à l'initiative du département, conduit avec certains établissements, prévoit désormais une facturation progressive des absences dites pour convenance personnelle, 24 € par jour jusqu'au 30e, 48 du 31e au 100e, voyons, on double. Et puis au-delà du 100e, 96, on double à nouveau. Donc le schéma, c'est x2, x2. Avec une application rétroactive au 1er janvier 2026. Nous sommes en face d'un dispositif de pénalisation du retour en famille. De quoi parle-t-on concrètement? On parle d'une personne en situation de handicap qui rentre dans sa famille le week-end. On parle de parents qui continuent à accueillir leur enfant adulte malgré l'âge, la fatigue et parfois leurs propres difficultés de santé. On parle de liens familiaux qui sont essentiels à l'équilibre de la personne accompagnée. Or, aujourd'hui, ces temps familiaux sont assimilés à des absences pour convenance personnelle. C'est précisément cela qui choque les familles. Prenons un exemple simple. Une personne qui rentre tous les week-ends, soit 104 jours d'absence sur une année, avec le nouveau système, la facture peut atteindre 4 500 € pour un an, pour seulement les week-ends. Si on ajoute quelques semaines de vacances en famille qui se situeront dans la tranche à 96 €, on s'approche des 100 000 € par an. Pardon, des 10 000 € par an. Comment ne pas comprendre l'inquiétude des familles? Que se passe-t-il si le résident ne rentre pas en famille? Le résident continue à payer ce qu'il paie habituellement, 23 € par jour, 700 € par mois, qu'il prend sur les environ 1 000 € de son AH qui est payé par la CAF ou le MSA. Le département prend en charge les journées de présence effective en établissement et continue à verser ses 160 € par jour, 4 800 € par mois. Pour le dispositif d'accueil et d'hébergement pour le handicap, le département dépense 38,4 millions € et reçoit de la CNSA 7,9 millions €, soit un reste à financer sur les ressources propres du département de 30,5 millions €. Ce qui signifie qu'avec ces autres ressources, le département finance 80% de cette prise en charge. Que se passe-t-il si le résident rentre en famille? L'établissement conserve ses charges fixes, les bâtiments, les équipements, une partie du personnel. La question du financement de ces coûts fixes est donc légitime. Lorsqu'il rentre en famille, le département réalise une économie puisqu'il ne finance plus les journées d'accueil. Il peut avoir cependant, s'il l'accepte, à supporter la prise en charge du transport pour transporter une personne handicapée du lieu au lieu où elle passe ses week-ends et éventuellement, si cela est nécessaire, pour certaines, la prestation de compensation du handicap pour bénéficier d'une aide à la personne. Les impacts financiers, alors, sont nettement plus faibles. Le résident peut continuer à être appelé sur les mêmes bases que s'il était présent et s'il ne bénéficie pas des services. On voit bien que dans ce système tel qu'il est mis en place, il invite fortement pour des raisons financières les établissements à retenir les résidents. Et pour ce qui concerne le département, le fait que les résidents rentrent en famille, cela se traduit par des économies qui peuvent être très importantes et les familles sont contraintes de décider en fonction de leurs possibilités financières. Si l'on compare avec ce qui peut exister dans d'autres départements, on peut observer beaucoup de départements raisonnent en maintien des ressources de l'établissement et pas en sanction des familles. Dans les règlements départementaux d'aide sociale, l'objectif est généralement de garantir l'équilibre financier des établissements tout en préservant les droits des personnes accueillies et de leurs proches. Les règlements départementaux prévoient souvent des modalités spécifiques d'absence ou de réservation de places, mais sans faire peser l'essentiel du coût sur les familles.
Autrement dit, ailleurs, la question est souvent comment financer les coûts fixes de la structure et non comment faire payer davantage les familles lorsque la personne rentre chez elle. Cette différence politique est importante. Deuxième point, les retours en famille sont généralement considérés comme participant au projet de vie. Les textes nationaux sur les femmes et les foyers de vie rappellent que ces établissements ont vocation à favoriser l'autonomie, la vie sociale et le maintien des liens familiaux. La question qui se pose de fait à nous, élus départementaux, doit être: comment peut-on afficher un objectif de maintien des liens familiaux et simultanément rendre ces retours financièrement dissuasifs? Troisième point, des départements financent les places par une logique annuelle. Dans plusieurs territoires, les établissements fonctionnent avec des mécanismes de dotation et de financement global qui permettent d'absorber une partie des absences sans remettre immédiatement en cause leur équilibre économique. Il y a là une notion de partenariat. L'idée générale est que le risque lié à l'occupation n'est pas toujours transféré intégralement aux familles. Pourquoi la Mayenne a-t-elle choisi de transférer ce risque financier aux familles plutôt que d'en partager la charge entre le département et l'établissement? L'accueil temporaire est une alternative déjà utilisée ailleurs. Lorsqu'un résident rentre dans sa famille pendant quelques jours, pourquoi ne pas utiliser cette capacité disponible pour de l'accueil temporaire, l'accueil de répit pour les aidants, des solutions d'urgence? Les textes nationaux reconnaissent déjà l'accueil temporaire comme un outil de soutien aux familles et d'optimisation des places disponibles. Avant de demander plusieurs milliers d'euros supplémentaires aux familles, quelles solutions alternatives ont été étudiées pour valoriser les places temporairement occupées? Des questions de fond se posent, et la méthode également. L'absence de débat préalable, l'absence de simulation, la rétroactivité au 1er janvier 2026, et en ce qui concerne la rétroactivité, une famille qui organisait depuis des années les retours de son proche handicapé ne pouvait pas anticiper qu'une décision prise plusieurs mois plus tard lui serait appliquée rétroactivement. Comment peut-on parler de confiance lorsque les règles changent après coup? Le département réalise une économie d'environ 160 € par jour lorsqu'un résident est absent, puisque la journée n'est plus financée. Dans le même temps, l'établissement conserve ses charges fixes et la famille doit supporter une facturation supplémentaire pouvant atteindre plusieurs milliers d'euros par an. Pouvez-vous nous présenter les simulations qui démontrent la répartition de l'effort financier entre le département, les établissements et les familles, et justifier? Nous avons demandé à avoir des données objectives sur ces situations. À ce jour, nous n'avons obtenu aucun élément, aucune simulation complète avant la mise en œuvre de la mesure. Aussi, nous vous demandons combien de familles sont concernées? Combien le département estime économiser grâce aux absences? Combien les établissements devraient récupérer grâce à cette nouvelle facturation? Quel département applique un dispositif comparable? Et si un benchmark national a été réalisé avant la décision? Merci.